Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Célébration d'Ashura marquant le 10e jour du mois lunaire, le guide spirituel des Ansar a tenu ce mardi soir sa traditionnelle cérémonie de prêche organisée tous les ans à l'hippodrome, occasion pour le ministre des Affaires religieuses et du culte de nous livrer ses impressions. Il est au micro de Mouktar Bagayoko. Écoutez, je pense que la nuit du destin, selon les érudits, c'est la nuit où nous sommes chacun devant ce qu'il doit être. L'Ashura, c'est la nuit où ce qu'il doit être est. L'application d'une volonté tracée. Qui serait riche, qui ne le serait pas, qui serait malade, qui ne le serait pas, qui serait heureux, qui ne le serait pas ce soir. Et donc, y aura-t-il la paix ou non? C'est ce soir. Donc, c'est le lieu de s'unir pour prier Allah subhanahu wa ta'ala afin que le Mali retrouve la paix, l'unité, la concorde. C'est aussi la nuit, comme le prophète l'a voulu, quand il a vu les Juifs célébrer cette fête et qu'il aurait demandé pour qui vous la fêtiez, on dit pour Moïse. Il dit mais si ça n'est cela, je me l'approprie parce que je suis plus proche de Moïse que vous n'êtes, vous les Juifs. Alors donc quelque part, pour nous appeler à l'amour envers l'autre, malgré la différence, surtout sur le plan confessionnel. Et donc je crois qu'en ce moment où nous assistons à un radicalisme de la pensée unique dans l'islam, qui n'est pas l'islam, donc il est bon que l'on fasse d'Ashura l'exemple palpable du respect des autres religions, comme l'a voulu le prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Donc au-delà de cela, vous avez entendu les prêches de Ousmane Madani, du shérif, qui sont donc des prêches qui sont allés dans l'esprit du président de la République, de la Général Bokar Keïta, l'amour, la fraternité, prions Dieu pour que le Mali retrouve son unité. Aussi des citoyens heureux et fiers de leur administration, de leur autorité, par une bonne justice, une bonne répartition des bénéfices du développement des acquis. Alors donc une stabilité. Le professeur Mamadou Dambélé n'est plus. L'ancien ministre et chirurgien est décédé dimanche dernier à l'âge de 82 ans à Bamako. Il a été inhumé ce mardi après un hommage mérité des autorités de notre pays. Je vous propose quelques réactions. Que puis-je vous dire de plus? Sinon de vous exprimer, Monsieur le Président de la République et l'ensemble du gouvernement, la gratitude de la famille Dambélé au sens le plus noble du terme. Le vaillant peuple du Mali, à travers les âges, a toujours été en capacité de célébrer ses dignes fils. Au nom de la famille du professeur Dambélé, de tous les Malinqués de Kita, du Gangaran, du Bafi, nous vous disons merci. Ce pays était cher au professeur Dambélé. Que Dieu garde le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Merci à tous. Repose en paix, papa. Je pense que tout a été dit dans l'oraison funèbre et dans les différents témoignages. C'est un grand Malien qui est parti. Donc, on a tenu d'abord à lui rendre hommage en tant qu'amical des anciens premiers ministres et en tant que responsable simplement. Je pense que le parcours du docteur Dambélé, du professeur Dambélé est un modèle. Et il est souhaitable que les nouvelles générations en sachent pour essayer de suivre dans cette voie. C'est un homme exemplaire. D'abord un homme de très grande qualité, sur le plan professionnel d'abord, parce que nous l'avons connu en tant que professionnel. Il était un excellent chirurgien. Et comme ça a été dit, il a rendu énormément de services à ce pays-là. Et moi, personnellement, il m'a rendu service parce qu'il était mon médecin. Ensuite, nos destins se sont croisés à plusieurs reprises. Quand il est devenu Premier ministre du Mali, il a eu à gérer des questions économiques importantes, notamment la restructuration du système bancaire malien. C'est sous son autorité que nous avons pu, par exemple, restructurer la Banque de développement du Mali, qui est aujourd'hui
la plus grande banque du Mali. Et enfin, en tant qu'ancien Premier ministre, il a été l'un des instigateurs de la création de l'amicale des anciens Premiers ministres, qui est une amicale où on se rencontre, on discute des problèmes du pays et on fait également une action humanitaire avec nos propres moyens, sans l'apport de qui que ce soit entre nos premiers ministres. Il a été l'un de nos doyens après feu Abdoulaye Sékou Sow. Et nous venons donc de perdre un homme de qualité, un de nos aînés et un homme d'État. Voilà ce que je peux dire au nom de l'amicale des anciens premiers ministres, dont j'assure aujourd'hui la coordination provisoire. Que son âme repose en paix. À présent, voyons le point de l'actualité hors de nos frontières, une compilation de Marietou Diallo. L'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne a été adopté mardi après-midi en séance plénière. Au terme des débats, sur 249 votants, 239 députés ont voté pour cet avant-projet de la nouvelle constitution. Seulement 8 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Ce projet de loi portant avant-projet de constitution présenté le mercredi dernier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, devant les parlementaires comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 articles soumis à l'adoption du Parlement. La prochaine étape de ce processus de réforme constitutionnelle sera la soumission de ce projet au peuple ivoirien à travers un référendum prévu dans les prochains jours. L'opposition ivoirienne a marqué son désaccord pour ce projet qu'elle juge inopportun. Selon l'envoyé spécial de l'ONU en République démocratique du Congo, la crise politique actuelle pourrait conduire à des violences de masse si rien n'est fait. L'avertissement de Maman Sambo Sidibé est sans équivoque. La RDC risque de basculer très vite dans une série de violences. Et la capacité de la mission des Nations Unies dans ce pays risque d'être rapidement dépassée, avertit-il. La République démocratique du Congo est plongée dans une crise politique depuis que l'opposition accuse le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son dernier mandat autorisé par la Constitution qui se termine en décembre prochain. Des dizaines de personnes ont déjà trouvé la mort lors des manifestations anti-gouvernementales. L'envoyé spécial de l'ONU estime qu'il faut que les responsabilités de ces violences soient situées. Il souligne par ailleurs que le gouvernement congolais doit protéger les droits constitutionnels dans le cadre des préparatifs des élections. Angela Merkel a entamé dimanche une tournée en Afrique qui l'a conduite au Mali, au Niger et ce mardi en Éthiopie. Une visite essentiellement portée sur la crise migratoire et la sécurité. La chancelière allemande appelle à une intervention d'urgence de l'Union africaine dans la crise libyenne. Cette déclaration a été faite lorsqu'elle participait à l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Union africaine ce mardi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Autre préoccupation abordée par la dirigeante allemande, la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, cœur de sa tournée africaine. Là encore, elle s'en réfère aux gouvernements africains qui doivent intensifier leurs efforts sur ces dossiers. La suggestion de la chancelière allemande sur la question du terrorisme est de penser à des réformes économiques et démocratiques pour éradiquer les activités terroristes qui gagnent de plus en plus de régions dans le monde, entre autres l'Afrique. La chancelière a d'ailleurs promis de faire de l'Afrique sa priorité lors du prochain sommet du G20 qui se tiendra l'an prochain et dont l'Allemagne assure la présidence. La commission électorale du Ghana a publié lundi dernier la liste des candidats à la prochaine élection présidentielle. Elle a retenu la candidature de 4 hommes politiques qui sont John Dramani Mahama du Congrès démocratique national, le parti au pouvoir, Nana Addo, Dankwa Akufo-Addo du nouveau parti patriotique, le principal parti d'opposition, Ivor Kobina du parti de la Convention du peuple et Jacob Osei Yeboah, candidat indépendant. Les 12 autres candidatures ont été rejetées pour non-conformité de leur dossier. Le Ghana organisera le 7 décembre prochain les élections présidentielles et parlementaires. Un président de la République et 275 parlementaires seront élus à cette occasion.
Les autorités burundaises ont suspendu mardi leur coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Lundi, le ministre burundais des Affaires étrangères a interdit à 3 enquêteurs de l'ONU d'entrer au Burundi en représailles de la publication par les Nations Unies d'un rapport accusant Bujumbura de violation flagrante des droits de l'homme. Le document de l'ONU mettait les autorités burundaises en garde contre les risques d'un génocide dans leur pays. Le gouvernement nie les accusations de violation des droits de l'homme et écarte toute possibilité de génocide dans ce pays touché par des violences meurtrières depuis avril 2014. L'an dernier, plus de 500 personnes sont mortes dans ces violences qui ont éclaté après la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.